Bonjour, chers amis, chers patriotes. Actualité oblige, ce podcast va porter sur l'éducation, la formation et l'enseignement supérieur. Le cœur meurtri, beaucoup de Sénégalais se désolent de l'état actuel de l'éducation et de l'enseignement. Entre les grèves incessantes des enseignants, la baisse de niveau des élèves et des instructeurs, la pauvreté des programmes proposés, couplée au fait que l'année académique n'arrive jamais au bout, il est normal de se poser des questions et d'indexer le système. Parce qu'avant tout, l'échec est systémique. Avons-nous adopté le bon système éducatif? Quelle est la responsabilité de l'État? Qu'est devenue la promesse de l'ancien chef d'État, Maître Abdoulaye Wade, qui était de consacrer 40% du budget de l'État à l'éducation et à l'enseignement? Nous allons dans cette première partie essayer de répondre à la question relative au système éducatif. Avons-nous adopté le bon système éducatif? N'étant pas expert en système éducatif, mais étant un produit du système, j'ai pris l'approche de comparer l'école de mon pays avec les autres. Ainsi, nous allons tenter de comparer notre système avec les autres systèmes éducatifs. La comparaison peut naturellement se faire sur la base des classements mondiaux en matière d'éducation et d'enseignement supérieur. Nous pouvons aussi nous situer sur la base des indicateurs de développement, des indicateurs de développement sanitaire, économique, de développement humain. Il est clair que le niveau de développement de notre pays doit être forcément corrélé à celui des autres pays. Nous pouvons ainsi voir l'impact de l'éducation sur le citoyen, notamment à travers les indicateurs de mesure de la corruption. Notre pays se trouve être classé comme suit. 104e mondial sur le PIB nominal, le produit intérieur brut, c'est-à-dire ce que produit chaque citoyen en termes d'apport et d'avoir. En 2020, 104e mondial. 168e mondial sur l'indice de développement humain en 2019. 73e mondial sur l'indice de perception de la corruption. Sur les indicateurs purement liés à l'éducation et l'enseignement, il m'a été difficile de trouver un classement pour lequel le Sénégal était en lice. Le plus connu des classements sur ce domaine était le classement PISA, Programme for International Student Assessment, ou Programme international pour le suivi des acquis des élèves. Et ce classement regroupe 79 pays du monde et évalue sur la base des compétences linguistiques et sur la base des mathématiques principalement. Le programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC a fait ressortir le Sénégal parmi les meilleurs en Afrique sur un échantillon de 14 pays africains. Donc c'est un classement interafricain. La première évaluation réalisée en 2014 portait sur le niveau de compétence des élèves au début et à la fin de la scolarité du primaire. Et portait aussi sur la langue d'enseignement et sur les mathématiques dans 10 pays. Bref, force est de constater que malgré les distinctions en matière d'éducation à travers les concours de dictée et autres, l'élève moyen sénégalais traîne des lacunes linguistiques et scientifiques. Il est important de souligner quand même que mis dans les mêmes conditions que les Occidentaux, nos produits brillent et sont souvent majeurs. Le problème donc se situe au niveau systémique et dans le déficit de moyens et la motivation des apprenants et des enseignants. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, malgré sa renommée internationale et le distinguo de certaines de ses facultés, notamment la faculté de médecine, ne fait pas partie des 200 meilleures universités au monde. Les critères de classement de Shanghai des universités sont entre autres le nombre de prix Nobel parmi les anciens élèves et étudiants et enseignants, le nombre de médaillés Fields parmi les anciens élèves et enseignants, le nombre de professeurs les plus cités dans leur discipline, la quantité de publications dans les revues scientifiques telles que Nature ou Science. Le Sénégalais n'a jamais eu de prix Nobel ou de médaille Fields. Médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Bien que détenant, nous autres Sénégalais, des scientifiques de renommée internationale. La recherche étant aussi une question de moyens dont ne disposent pas nos universités malheureusement. Même si je trouve les critères discutables et partials, à la limite taillés sur mesure pour les universités de la Ivy League, par Ivy League j'entends l'université de Harvard,
de Yale, Princeton, etc., force est de constater que l'éducation et l'enseignement supérieur manquent clairement de moyens. Un membre de notre parti nous parlait de leur approche pédagogique dans la formation professionnelle dite approche par compétence, à travers un processus actif, constructif, cumulatif et dynamique sous la gouverne des apprenants. Donc c'est l'apprenant qui a le gouvernail. Approche qui est intéressante, qui devrait être initiée dès le primaire. De par mon cursus scolaire, je n'ai pas senti cette approche. Ce n'est pas pour jeter des pierres, mais c'est la réalité, c'est le constat. Les restrictions étant nombreuses dans la mesure où l'on nous apprenait à rester les mains sur la table durant de longues heures sans trop bouger sous peine de punition. Cela ne donnait pas de place à l'extériorisation du talent et à l'extériorisation des prédispositions de l'apprenant. En Scandinavie, notamment en Finlande, les élèves sont autorisés à bouger pourvu que la liberté, ou bien que sa liberté, ne perturbe la liberté des autres et ne perturbe les cours. La compétition n'est pas à l'ordre du jour durant les premières classes. Il n'y a pas de redoublement jusqu'à un certain niveau. Les enseignants ont un très bon salaire en Scandinavie, un excellent salaire, du fait que pour le devenir déjà, il faut avoir un minimum un bac plus 4, faire une formation poussée en pédagogie, faire une formation poussée en psychologie infantile et surtout passer un concours. La question de la motivation des enseignants étant réglée, qu'en est-il de l'apprenant? On a vu que nos enseignants ne sont pas bien motivés, ajustés. Qu'en est-il des apprenants? L'État prélève des salaires sur une taxe pour l'éducation en Scandinavie, couvrant jusqu'à un certain niveau scolaire. Donc les repas à travers les cantines scolaires sont obligatoires. La majorité du matériel didactique, les livres scolaires, les cahiers, etc., sont offerts aux élèves parce que ça a déjà été prélevé sous forme de taxes sur les parents. Le transport des élèves aussi, parfois, est gratuit. Un enfant qui mange à sa faim à la cantine, des repas de qualité, qui ne subit pas aucune brimade de la part des enseignants, qui ne se soucie pas du redoublement ou de son déplacement, qui au tout début apprend d'abord à vivre avec la nature. Cet enfant ne peut que réussir à l'école. Il faut aussi souligner la pédagogie du système finlandais, qui laisse naturellement des talents éclore et n'essaie pas d'orienter quelqu'un qui a des prédispositions littéraires vers la science et la technique ou vice-versa. Le système allemand a vite fait de donner le choix à l'élève entre la formation générale et la formation professionnelle, et de ne pas attendre d'être surchargé de matières pour lesquelles certains apprenants n'ont pas de prédisposition avant de pouvoir choisir sa voie et le métier de son choix. Tout système ayant des manquements et points faibles, le copier-coller ne sera jamais une solution. On ne peut pas copier intégralement le système finlandais ou japonais et le coller ici au niveau du Sénégal. Nos réalités africaines sont telles que nos us et nos coutumes, les bonnes, doivent être adaptées pour un résultat pédagogique. Les contes africains, les jeux africains, les valeurs morales telles que le jom, le fulla, le faïda, djup, etc. Je crois fortement en notre culture pour mouler nos systèmes éducatifs. Inclure dans le système éducatif le sens de la compétition est discutable. Les dérives dangereuses ont été notées en Corée du Sud ou au Japon, comme le suicide, les incestes entre mère et fils, le surmenage irréversible, le stress chronique, la prostitution pour payer ses études, etc. Nous n'avons pas de leçons à recevoir en réalité. De par notre culture, nous avons des atouts pour construire un système éducatif de qualité, tout en ne négligeant pas l'évolution du monde. Comme le disait Senghor, enracinement et ouverte. Il est ressorti d'une émission que je suivais récemment que le nombre d'enseignants serait de 100 000 et que la masse salariale serait de 378 milliards de francs CFA. Chose à vérifier quand même. Dans tous les cas, même si l'État accordait 100 000 francs de plus dans le salaire de chaque enseignant, quels que soient les instruments de paiement de la paie, avec les effets induits sur les primes, indemnités, qui peuvent aller jusqu'à 25% de plus, 100 000 francs ou 125 000 ne constituent pas une charge insurmontable pour l'État. 10 milliards de plus ou de moins dans le mois, 120 milliards dans l'année, à mon sens, ne constitue pas un problème. D'autant plus que le coût de la vie croît de manière insoutenable pour les pères de famille.
En attendant d'ouvrir la question sur le budget de 40% à injecter dans l'éducation, tel que prodigué par l'ancien président Abdoulaye Wade, il est clair que l'éducation requiert un gros investissement, une refonte systémique profonde pour qu'enfin nous puissions sortir de cette crise. Je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast qui portera sur le développement et les programmes. Youssoupha Mbodj, président de l'Alliance patriotique du Millénium.